Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette énième émission du Consultant de foot. Comme d'habitude, j'ai toute mon équipe, l'équipe type, l'équipe gagnante. On va vous débriefer cette journée, ce week-end du championnat. On a eu des très belles rencontres dans chaque championnat. Donc avec moi aujourd'hui encore, j'ai Olivier. Comme je disais, c'est l'équipe gagnante. Bonsoir Balak. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Il y a Mitch. Bonsoir Balak. Et Terence. Bonsoir Balak. Voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la Ligue 1, où les trois premiers du championnat ont gagné. Vos impressions sur ce dernier tournoi du championnat de France, avec ce suspense-là? Oui, on a tous regardé les matchs, en commençant par Paris, qui a gagné à domicile. À l'extérieur. À l'extérieur. Ils ont gagné 2 buts, ils ont mis 2 buts. Ça s'est bien passé, ils ont fait le minimum. Pour toujours accrocher la deuxième place, essayer de titiller Monaco jusqu'à la fin. Surtout quand on sait qu'à Angers, c'est un stade assez difficile. Oui, c'est un stade Monaco assez qui a difficile. peiné à gagner la dernière fois là-bas. Mais Angers, malgré ils ont sorti une belle prestation, mais Paris reste Paris. Hein. Oui, Paris reste Paris déjà avec le coach a remanié l'équipe. C'était une équipe différente par rapport à celle qu'on a vue durant leurs deux derniers matchs, avec la titularisation de Javier Pastore sur le côté gauche. Et notez que Cavani n'a pas marqué, mais Di Maria a fait le taf avec son doublé. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, Des choix payants. Ouais, des choix payants par le coach Unai Emery. En tout cas, moi, ce que je tiens à souligner, c'est la titularisation de Pastore, parce que c'est le numéro 10, c'est souvent lui qui emmène l'étincelle au jeu parisien. Espérons qu'il reste dans la continuité, parce que c'est un joueur qui a c'est vrai qu'il est en train de revenir. C'est vrai qu'il se blesse beaucoup. Il se blesse beaucoup. Espérons pour lui et sa carrière qu'il puisse toujours être en forme. Il faut dire que depuis qu'il est revenu, il tient bien la route quand même. Moi, je pense que s'il finit comme ça la saison, c'est très important aussi dans les sportifs de Paris, parce que ça apporte une grande modification quand il est sur le terrain. Bon, moi j'aimerais plus que... On sait que durant cette fin de championnat, Paris et Monaco, on craint... C'est plus par contre Nice qui me surprend. Avec Plea qui s'est blessé, Balotelli qui était suspendu, ils ont perdu notre joueur là, mais ils réussissent quand même à suivre la cadence des deux cadres du championnat. C'est une très belle surprise. Et là, avec leur victoire à Nancy notamment, 3-1, ils sont sûrs de terminer sur le podium. Oui. Je pense que c'est l'objectif premier de Nice, de finir minimum 3e, puisque les deux premières, la place de 2e vraiment n'est plus. Je ne pense pas qu'elle soit encore accessible. Apparemment, les blessures des titulaires niçois ont montré qu'ils ont un groupe de qualité, à part les très joueurs aussi. très jeunes, malgré les blessures des cadors. Voilà, des cadors. Il faut souligner aussi le travail de Lucien Fabre. Il fait un gros travail. Il a bien aligné les joueurs, voilà, il fait un gros travail malgré les blessures des uns et des autres. Et tu te rends compte, il rappelle un peu comme la deuxième saison, la première saison du coach monégasque. Ils étaient un peu dans les mêmes temps, avec souvent un peu de bricolage malgré les absences des joueurs phares. Bon, nous on appelle ça bricolage, mais je pense que lui il fait son travail. C'est un grand travail, surtout qu'il joue aussi il y a Monaco du tableau. Il y a Monaco qui gagne ces derniers temps durement. On a vu la victoire à Angers le week-end passé, 1-0. Or que Monaco est habitué au minimum 3 buts dans un match. Et là, contre Nancy-Lorraine à domicile, ils ont eu du mal à gagner. D'ailleurs, ils ont été menés jusqu'à la mi-temps. Oui. Voilà, donc, et si ce n'est pas le fait de toujours être en lice en Ligue des Champions qui fait en sorte que Monaco a du mal maintenant en championnat. Peut-être, moi je pense que peut-être ils sont vraiment en train de s'épuiser parce que depuis le début de la saison, ils ont énormément donné. Ils ont satisfait à toutes les attentes envers les téléspectateurs et le monde sportif en tout cas. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on arrive aux échéances, à la fin du championnat. Et en Champions League aussi, là-bas, vraiment, il y a une énorme pression. Donc je pense qu'ils ne font que peut-être perdre leur performance. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a l'éclosion des jeunes qui peuvent remplacer. La saison a été longue. La saison a été très longue. Ils ont eu tellement de compétitions à discuter. Ils sont encore et là, ils sont sur tous les tableaux, en fait. Voilà, ils sont en Ligue des Champions. Déjà, il faut jouer avec précaution. Ne pas se blesser lors des matchs qui sont moins importants pour mieux jouer les matchs de Ligue des Champions. C'est vrai que le championnat, c'est leur priorité, comme a dit leur président Vladimir Vassilev. Il est leur entraîneur, mais bon. Ils font le taf aussi en championnat. Bon, selon vous, dans ce dernier tournoi du championnat, vous voyez qui fait un faux pas entre Paris et Monaco?
On va conclure sur ça. Au vu des expériences de Paris, je ne vois pas Paris faire un faux pas. Personne ne va chercher à faire le faux pas. Mais je pense que toutes les équipes vont essayer de rester. Vu les prestations des équipes, la pression est plus sur Monaco parce que Paris a l'habitude de mettre la pression aux autres. Par rapport au calendrier, je pense que le calendrier monégasque est plus chargé que celui de Paris. Parce que Monaco doit encore jouer contre Lyon. Paris, je pense qu'ils ont affronté tous les gros, oui. Donc ça c'est un match. Paris, je crois, Paris jouera à Nice. Paris ira à Nice. Et les dernières saisons de Monaco au Parc OL, surtout en fin de saison, ça n'a toujours pas réussi à Monaco. Voilà. Donc ça peut être, mais si ça se répète. Et vu la qualité du groupe parisien, qui ne joue que le championnat, je pense qu'ils pourront prendre les 3 points à Nice. À vous entendre, on voit plus Paris champion. Bon, on voit plus Paris rester dans la régularité que par rapport à Monaco. Donc Monaco, c'est faire un faux pas. Ils peuvent faire un faux pas parce qu'ils ont trop de pression actuellement. Moi, par contre, je pense que le championnat va se terminer égalité, mais Monaco sera champion à cause de la différence des buts. Oui, à cause de ça. Et je ne vois pas Monaco faire 2 faux pas. Ils peuvent faire un seul. Ok. Et ça, c'était pour finir sur la Ligue 1. En Bundesliga, il y a le Bayern qui s'est fait accrocher par le Bayer Leverkusen, 0-0. Après avoir été battu en Ligue des Champions 2-1 face au Real de Madrid. Ancelotti a changé son effectif. En fait, pour ma part, je ne voyais pas vraiment un grand match du Bayern le week-end. Parce que je me disais, ils ont une défaite d'abord en Ligue des Champions et puis ils ont la tête pour la revanche maintenant au Santiago Bernabéu. Donc en plus, tous les joueurs n'étaient pas là, je crois. Il n'y avait pas vraiment. En tout cas, il y avait un remaniement. Il a aménagé les grands joueurs afin de pouvoir mieux se donner à fond. Donc, du coup, on ne pouvait pas s'attendre vraiment à un très grand match du Bayern. Le Bayern, c'est vrai qu'on ne va pas dire que le championnat est plié, mais ils ont une avance considérable. 8 points sur donc, ils peuvent se permettre. Donc, ils pouvaient se permettre de mettre l'équipe B. De prendre au minimum un point. Leur résultat n'est pas mauvais. Ils ont quand même pu obtenir le nul, qui est moins catastrophique que la défaite. Déjà, il a aménagé l'équipe. Il attend d'affronter le Real aujourd'hui. Le minimum légal pour une équipe telle que le Bayern, c'est le match nul. Pas une défaite. Donc, du coup, je pense que même si ils n'ont pas vraiment. On a la surprise de Leipzig qui enchaîne la victoire et qui solidifie sa deuxième place. 4-0. Après un bon match, malgré les dernières prestations. Bon, les avant-dernières prestations. C'est vrai qu'ils ont connu une période assez creuse quand même. Bon, normalement, il chutait à tout moment. Il n'était plus vraiment régulier. Leipzig est quand même victorieux sur ces 3 derniers matchs. C'est vrai qu'ils ont connu une période assez creuse, une petite crise. C'est normal, ils ont affronté des équipes plus expérimentées qu'eux en championnat. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que c'est une équipe qui vient de deuxième division. Ils ont une grosse performance. Et c'est à féliciter quand même de tenir cette place. Parce qu'il y a Dortmund qui arrive en force. Oui, bon, Dortmund, encore que Dortmund, ils sont 4e d'ailleurs Hoffenheim. Certes, ils sont à 1 point d'Hoffenheim. Ils ont gagné 3-1 contre l'Eintracht de Francfort. Bonne façon de préparer son match face à Monaco. À lui 2. Oui, c'était un beau match. Il faut féliciter les joueurs parce qu'ils n'ont pas. Eux, au moins, même s'ils avaient la tête à la Ligue des Champions, mais ils ont donné. Parce qu'il ne faut pas aussi négliger le championnat, il faut vraiment essayer de s'accrocher, de venir prendre la 3e place. Parce que la 4e place, elle est souvent très difficile pour être reversée en. Bon, déjà, c'est 4e place, c'est synonyme de Ligue Europa. Voilà. Non, bon, en Allemagne, encore qu'en Allemagne, on prend 4 équipes. Je pense qu'on prend 4. Et la 4e joue les barrages. Donc, je pense qu'ils ont gagné en championnat parce qu'ils voulaient vraiment continuer à titiller Hoffenheim afin de prendre la 3e place. Au vu des prestations des deux équipes, je pense quand même que Dortmund va dépasser au final. Oui, ils sont un point d'écart déjà, donc voilà, ils mettent une telle pression. Au moins, Dortmund pourra quand même terminer 3e du championnat. Pour ne pas risquer les phases. Ils jouent mieux qu'Hoffenheim, ils ont un meilleur groupe aussi. Hoffenheim est habitué à jouer la Ligue Europa. Donc, je pense qu'en tout cas, ils se sont bien préparés mentalement, au niveau du mental, pour affronter le match retour face à Monaco, Ligue des Champions. En tout cas, on espère qu'il fera une bonne prestation là-bas. Et en Serie A, c'est quasiment le statu quo. La Juventus qui gagne Naples. À part le Roma qui a fait le match nul contre l'Atalanta Bergame, qui n'est pas aussi une mauvaise équipe. Ouais, la Juventus, on est habitué au résultat. Si ce n'est pas le match nul, c'est la victoire. Bon, rarement les matchs nuls. Bon, la Juventus, c'est quoi on va dire, c'est 9 clean sheets dans leurs 9 derniers matchs en championnat. Ouais. Donc, c'est 80 points, voilà. C'est 80 points. Apparemment, le championnat est
presque Ouais, c'est plié. presque plié. Parce que Je ne vois pas quelques Napoli est la seule équipe qui essaye de faire avec la Roma aussi. Bon, la Roma, on a vu, la Roma tâtonne, ils ont fait le nul avec l'Atalanta. Et on a vu Napoli s'est rapproché après sa victoire. Ils sont maintenant à 2 points d'écart de la Roma. Voilà. Je pense que Napoli, si la Roma ne fait pas attention, ils vont se faire chipper la place. Parce que Napoli, au vu des dernières prestations, Napoli est très en forme. Ils sont très en forme. Ils montrent qu'ils veulent vraiment. Face au Real Madrid, ils se sont apparemment, bon, c'est la seule compétition majeure. Ils se donnent à fond là-dedans afin de venir récupérer la deuxième place. Oui, et la Roma, on a l'impression qu'il tâtonne ces derniers temps, qu'il a du mal à enchaîner des bons résultats. Peut-être une perte de on parle du coach qui est très et on parle aussi qu'il faut souligner la fatigue. Parce que ce sont des équipes qui sont données la Roma, beaucoup. on parle du coach qui est très critiqué en ce moment depuis leur élimination en Europa League. Voilà, et on parle même d'ailleurs de l'arrivée de Monchi, qui va absolument peut-être entraîner aussi l'arrivée de Unai Emery. Bon, ce sont que des rumeurs jusqu'à présent. Mais bon, et derrière, ils ont fait le statu quo là-bas. L'Inter a fait nul contre l'Inter Milan. Le Milan AC a fait nul contre l'Inter Milan. Le choc milanais. Il y a aussi la Lazio qui a fait nul contre le Genoa. Donc voilà, rien n'a bougé en bas. Rien n'a bougé, sauf les grands héros qui continuent à avancer. Donc c'est ce qu'on peut retenir pour la Série A. La Liga espagnole. On a vu notamment la victoire du Real de Madrid et du Barça, aussi de l'Atlético. Le Real qui a gagné difficilement. Le Real qui a, malgré une équipe remaniée par Zinedine Zidane. On va dire l'équipe B. Hein. Oui, l'équipe B. Le Real a été porté par un excellent. À l'exception de Ramos. Et Nacho. Déjà, oui, on avait aussi Marcelo et Modric sur le banc. Oui. Étant donné qu'au niveau de l'axe central défensif du Real, c'est des blessures. Oui, on a Pepe et Varane qui sont forfaits. Donc il n'avait pas d'autre choix que de titulariser Nacho et... Victoire très difficile du Real. Oui, mais heureusement qu'Isco a été là vraiment pour la 90e minute. Il a pu donner les 3 points au Real Madrid. Sinon le Real partait pour un match nul. Mais c'était quand même un bon match de l'ensemble. Bon, en même temps, il faut souligner que Isco, c'est un joueur de qualité. C'est même difficile de le voir dans l'équipe B du Real. C'est vrai que le Real, c'est le meilleur club du monde. Mais c'est quand même difficile de le voir dans une équipe B quand on connaît ses qualités et ce qu'il peut faire sur le terrain. Ouais, on l'a vu au match du week-end. Je pense que c'est le choix je pense que c'est le choix déjà de mettre Isco au banc. C'est plus par rapport au fait qu'il ne rentre pas dans son schéma tactique. Voilà. Mais il a montré sur ce match-là qu'il était capable de beaucoup de choses, notamment de porter une équipe. Oui, parce que s'il n'avait pas été là, le Real devait sûrement faire un match nul. Et un match nul avant le Classico, c'est très très dangereux. Et le Real, il faut rappeler qu'ils ont été menés au score 2 fois. Ils sont revenus grâce à début d'Isco. C'est leur tendance depuis C'est leur tendance, oui. C'est la tendance du Real. Ils ont des remontadas, des matchs toujours en encaissant des buts. Bien que moins importante que celle du Barça quand même. Je pense que par rapport à Isco, il est temps quand même que Zidane essaie de l'aligner des fois sur certains matchs. Surtout quand on sait que Gareth Bale est blessé. Et il a du mal à revenir actuellement, il fait des mauvais matchs. Voilà. Il faut quand même faire confiance à Isco. Mais c'est quand même compliqué parce que quand on voit les matchs du Barça, les entrants en jeu, c'est souvent Asensio, Lucas Vazquez, rarement Isco. Et puis c'est bon, Isco maintenant il est titularisé, par contre, dans les matchs moins importants. Mais moi je pense quand même que Isco, c'est plus parce que c'est plus un joueur à qui on confie des clés d'une équipe en fait. Isco c'est carrément un milieu de terrain. Je pense que quand Zidane met les Alcacer, c'est parce que c'est des joueurs qui sont capables de jouer sur le côté, à la place de Gareth Bale et autres. Ok, Isco, lui, c'est pas trop le côté, c'est pas son style de jeu. Mais tout simplement parce que Zidane, lui, veut toujours opter pour le 4-3-3. Pourquoi ne pas jouer avec un 4-4 de losange, avec Isco en numéro 10 et avec Ronaldo et Benzema en pointe. Puisqu'on sait que Modric et... Non, Isco joue en numéro 10, derrière les deux attaquants. Modric et Toni Kroos en relayeur et... Casemiro en sentinelle devant la défense. Je pense que Zidane lui opte pour 3 attaquants afin de pouvoir rentrer facilement dans la défense. Pour 3 attaquants, on sait que Ronaldo sur le côté, il n'est plus... On espère que Zidane vous écoute et qu'il revoit son schéma tactique afin qu'il fasse jouer depuis... Pour faire jouer Isco en fait, c'est ça la solution pour faire jouer Isco. Le Barça aussi a assuré, par le même score aussi, 3-2. Barça qui s'est fait peur aussi. Il s'est fait peur à domicile. Doublé de Messi. C'était un peu normal, il fallait un peu s'y attendre parce que le Barça aussi... On attend le match de demain, donc c'était ça aussi, c'était un peu difficile. Donc la tête est déjà en Ligue des Champions. Toujours, c'était visite sur le terrain, parce que c'est presque le plus gros match de la saison, s'il faut dire, en attendant le Classico. Après le gros match réalisé contre Paris au retour des quarts de finale.
Mais il faut aussi noter que le match contre la Real Sociedad, c'était un match aussi, on savait qu'il devait être compliqué pour le Barça. Les matchs qui sont souvent compliqués. La Real Sociedad, c'est une très bonne équipe. Voilà, c'est une très bonne équipe. Qui pose souvent même des problèmes au Barça. Le Barça peut vraiment remercier Lionel Messi. Bien sûr. Qui a pu les mettre sur le droit chemin en gardant toujours 3 points d'écart avec le Real Madrid. Ouais, lui qui a des moins bonnes prestations en Ligue des Champions. En championnat, par contre, ça va changer. En championnat qui mène l'équipe. Moi, par contre, c'est ce que je ne comprends pas. Comment, en Ligue des Champions, c'est plus le grand Messi, mais en championnat, c'est 2 Messi maintenant actuellement. Ouais, mais moi, je pense que ça dépend de comment on aborde ces matchs-là. Parce qu'en Champions League, peut-être qu'il a plus la responsabilité de milieu de terrain. Et en championnat, vu qu'il a ses bons réflexes, il se sent un peu plus libre en championnat qu'en Champions League. Sans te couper, c'est plus Neymar en Champions League qui s'exprime le mieux en Champions League. Oui, c'est pour ça. C'est à croire qu'ils se répartissent maintenant des rôles que moi en championnat. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est plus pour la. On va dire que le Real, le Barça garde la même distance. Le Real, je crois, toujours avec son match en retard. Son match en retard, oui. Actuellement, ils sont à 3 points. Voilà. Et là, poursuivant Diego qui s'est imposé aussi 3-0 contre Osasuna. Avec un doublé de Ferran Carrasco. Et un bon gardien adverse. Bon, qui a enlevé 2 pénaltys, il faut dire. dire. Voilà. Il a été décisif. Ce sont presque 2 pénaltys anecdotiques dans la mesure où ils ont perdu 3-0. Voilà, c'est anecdotique. Déjà, ils étaient menés 3-0. Et même là, c'est parce que c'était pratiquement aussi une équipe remaniée de l'Atlético Madrid. Le spécialiste des pénaltys du côté de l'Atlético Madrid, c'est que c'est Griezmann qui était sur le banc. Tu vois un peu. Mais les trois équipes, de toutes les façons, se sont réservées pour la Champions League. Heureusement que ça, ils ont essayé de faire le minimum en prenant les 3 points. La mauvaise opération, c'est notamment pour Séville qui a partagé des points avec Valence. Séville qui est en train de presque sombrer parce que depuis un certain moment, on se rend compte que je pense qu'ils sont plutôt fatigués. Oui, parce qu'ils ont démarré la saison. Mais c'est ça, quand on parle de grandes équipes, c'est à cette période de la saison. Une grande équipe doit être capable de l'on garde le même rythme. Mais ils n'ont pas l'effectif. Moi, je pense que c'est au niveau de la pauvreté de leur effectif. On sait que les grandes équipes, les équipes du top 3 des grands championnats, ont souvent des effectifs cylindrés. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le problème. C'est pas aussi faible que ça, Séville. C'est pas aussi faible que ça. Il y a des très très bons joueurs. Peut-être moi, je pense qu'ils n'arrivent pas simplement à enchaîner les rencontres, mais quand même, l'effectif, c'est quand même ça. Voilà, donc pour terminer avec l'Espagne, la Liga, on va dire que voilà, ça c'est statu quo. Tous les 3 premiers ont gagné, donc rien n'a bougé là-bas. On attend le classement. Le Real mène toujours là-bas. Le gros coup de tonnerre ce week-end a été surtout en première ligue, avec la défaite de Chelsea, qui relance totalement le championnat. Chelsea qui a perdu à Stamford Bridge, à Old Trafford. On ne peut pas dire que c'est un coup de tonnerre. C'est deux grandes équipes du championnat qui se sont... Non, coup de tonnerre dans la mesure où on relance le championnat, parce que c'était quasiment fait avec 7 points. 7 points d'écart sur le deuxième. Pas quasiment fait dans la mesure où on avait encore 7 journées de championnat à 7 points. Donc c'était pas encore fait. Non, mais 7 points, c'est beaucoup. En fonction de la façon dont Chelsea menait la barre. Et si Chelsea perdait 3 matchs, par exemple, ça peut avec arriver. Les lances sur lesquels était Chelsea, on ne voit pas Chelsea. On parlait avant le match. Ce qu'il faut dire, c'est que ce match a été très déterminant aussi pour Chelsea. C'est-à-dire si Chelsea faisait échec, comme là, ils ont fait échec, là on peut dire que le championnat est un peu relancé. Oui, le championnat est complètement relancé parce qu'ils sont à 4 points. 4 points de Tottenham. Et à 6 journées de la fin. Un faux pas, le championnat est complètement relancé. Non, pratiquement 5 journées de la fin. Parce qu'ils sont à 33, 32 matchs joués, donc c'est à 5-6 journées de la fin. Donc on dira que... Et tout comme Tottenham, ils ont chacun un match en moins. Par rapport à Liverpool qui a joué tous ses matchs. Qui a 33 matchs. Manchester a 2 matchs en moins, Arsenal a 2 matchs en moins, City a 1 match en moins. Voilà, donc je pense que le championnat est relancé. Oui, le championnat encore. Et le coach l'a précisé, Antonio Conte, que Chelsea n'est plus favori pour le titre après la défaite. Parce qu'on peut dire que les cartes sont un peu Je pense que c'était aussi c'est presque joué pour Chelsea de se dire qu'ils sont déjà champions. C'est un match qu'il fallait vraiment bien aborder. Moi, par contre, j'aimerais qu'on revienne sur un point. Il y a Zlatan, par contre, qui s'était plaint que quand il jouait l'Europa League, qui n'était pas habitué à ce rythme-là, jouer le jeudi et après jouer en championnat. Mais quand Zlatan n'est pas là, on a vu que l'équipe de Manchester a très bien joué, que l'équipe était plus équilibrée. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme à Paris, Zlatan a tendance à des équipes où il a tendance à s'accaparer l'espace offensif. On a l'impression que Zlatan, c'est tout autour des attentes. Quand lui n'est pas là, l'équipe est plus libérée. On a vu Manchester qui a très bien joué, qui aurait pu gagner même plus lourdement au score. C'est un peu ça, parce que si le jeu est basé sur Zlatan,
le jeu est un peu basé sur Zlatan, c'est lui l'attaquant, et on connaît que Zlatan, c'est un joueur qui aime être au centre des attentions. Voilà. Au centre. Moi, je pense que la différence, le match s'est joué au niveau du système de jeu de Mourinho. Parce qu'au match aller, ils ont abordé un 4-3. Or qu'au match retour, ils ont fait un 4-4-2 qui a contrecarré les plans du milieu de terrain des Blues. Déjà, il a joué avec 2 pointes, avec Rashford et Lingard, avec les 2 milieux de terrain qui avaient Pogba et Fellaini et Herrera, avec Pogba derrière les attaquants en numéro 10. Donc du coup, l'arrière était bien caserné, ce qui a empêché les contre-attaques d'Eden Hazard qui était très bien pris par Ander Herrera. Donc je pense que ce qui a plus joué, ça c'est plus joué au niveau de ce changement tactique. C'est vrai que Zlatan, quand il joue en 4-3-3, il était plus esselé au point de l'attaque en fait, sur le front de l'attaque. Donc moi je ne pense pas trop que c'est ce qu'on m'a dit que je n'ai pas ajouté en disant que peut-être l'absence de Zlatan justement a fait en sorte que l'équipe se trouve un peu plus libre que quand Zlatan est là. Parce qu'on a vu comment Rashford, comme il a géré le match, alors que quand Ibrahimovic est sur le terrain, Rashford il n'est pas forcément libre. En tout cas de ses mouvements. Bon, selon moi je pense que quand Ibrahimovic joue, il joue plus son pointe. Mais alors que le jeune Rashford, moi je pense qu'il est plus à l'aise sur la pointe de l'attaque que sur les côtés. Parce que Zlatan, voilà, lui ne joue pas. Voilà. Il a beau dire que voilà, il se sent mieux quand il est vieux, mais bon, on sait qu'il fait moins d'efforts que le petit Rashford le fait. Voilà. Le petit Rashford, il va vraiment. On a vu face à comment il a pris David Luiz. Au niveau de la vitesse, il a vraiment donné. Il s'est bien amusé avec. Il a donné des problèmes à David Luiz au niveau de la vitesse. Voilà, donc on va dire que le Big Four là-bas, il y a Chelsea qui a 75 points, Tottenham 71, Liverpool 66 et Man City 64. Manu qui revient à 4 points de City. Manchester City, 4e. Donc, Manchester City qui est vraiment menacé. Et Arsenal aussi qui a gagné hier. Qui a gagné hier, oui. Voilà, par contre, je pense que la quatrième place se jouera lors du derby. Le derby entre Manchester City et Manchester United. C'est là que va se jouer la 4e place. Parce qu'ils sont à 1 point. Et je pense que le faux pas, ce sera un championnat plus qu'intéressant avec cette défaite de Chelsea là. Oui, Chelsea aussi doit faire attention parce qu'il y a Tottenham qui ne lâche pas la course. Tous leurs matchs, ils démontrent vraiment qu'ils ont une force offensive vraiment impressionnante. Surtout en championnat, parce qu'à part le championnat, vraiment, ils n'ont rien à jouer aussi. Bon, tout comme Chelsea. Donc je pense que c'est au niveau de la première place, ça peut se jouer entre les deux. Donc on est tous d'accord qu'avec cette défaite de Chelsea, le championnat est carrément relancé. Arsenal qui a gagné aussi à Middlesbrough, 2-1 avec un but de Alex Sanchez et de Mesut Ozil. Les deux qui sont susceptibles de partir la saison prochaine. Les 2 hommes forts d'Arsenal. Les pièces maîtresses, voilà. Les pièces maîtresses, faut aussi voir les derniers déplacements. Arsenal n'a pas bien joué. Alors, ils avaient perdu ce match. Ils avaient intérêt à sortir la tête de l'eau. Parce que là, vraiment, non seulement ils sont plus dans le Big Four, en plus ils sont complètement descendus. Pour une première de Wenger après tant d'années. Arsenal est parmi. Voilà, Arsenal cette année. C'est juste cette année, on ne sait pas ce qui ça confirme la crise. La crise qu'il a actuellement en interne du club. Ils sont les joueurs qui ne prolongent pas, les résultats ne sont plus les mêmes. Rien ne va à Arsenal. Rien ne va. Arsenal qui ne fait donc, que peur. En gros, ce qu'on va retenir de cette énième journée de Premier League, c'est que tout le monde a gagné, sauf Chelsea, sauf le leader qui a chuté. Voilà, donc c'est ça à quoi on va s'en tenir pour cette émission. Il y a la Première Ligue qui a été relancée. Voilà, on va dire de ce championnat, il n'y a plus de suspense, c'est en Allemagne. Oui, comme toujours. Voilà, à la fin, c'est le Bayern. En Italie, ces dernières années, la Juventus plie le championnat avant la fin des journées. Voilà. Merci, monsieur, pour encore votre disponibilité pour l'émission. Donc, on va s'arrêter là pour le résumé du week-end des championnats ce week-end. Et on dit merci à nos chers amis internautes qui vont ménager aucun effort pour partager la vidéo. Et on se dit à plus.